Alors, je vous ai préparé un échauffement très mignon. Je précise que ici, la chose qui m'intéresse le plus, c'est la première question. Mais si vous avez du temps, faites le début de la deuxième. Mais la première, c'est celle qui m'intéresse le plus, ok? Lisez bien le texte. Ceci est tiré des annales du bac. Vous avez eu 5 minutes et demie. Et ça doit être plus que suffisant. Parce que ici, les opérations sont très peu coûteuses, surtout en termes de complexité. Mais je n'ai pas encore vu le bon réflexe, c'est-à-dire de commencer par faire un tableau d'affectation. Peut-être que je ne l'avais pas appelé comme ça lors de la correction par manque de temps. Mais qu'est-ce qu'un tableau d'affectation au pluriel? C'est le tableau qui vous dit quelle est la valeur de toutes les variables impliquées dans l'algorithme à tout moment. Vous avez un algorithme. Cet algorithme-là, visiblement, il a seulement deux variables. Moi, je les lis. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Une, c'est T, et l'autre s'appelle Yuxuan. Variable. C'est plutôt I. C'est juste que N n'est pas N n'est pas censé varier. Je sais pas, N c'est quelque chose qui est inséré au début de l'algorithme. Mais je vous accorde que c'était quelque chose qu'on pouvait penser. I va varier. N c'est fixé parce que quand vous faites tourner l'algorithme, comme il le disait, vous voyez, cet algorithme-là, il est censé calculer la température Tn. D'accord? Tn, ça veut dire que si mon but c'est de calculer Tn, Tn est fixé dès le départ. Donc, N ne va pas varier. C'est I qui va varier. I va varier de 1 à N. Ok? Donc, clairement, je vais faire tourner l'algorithme avec des N différents. Mais N, dans l'algorithme, vous voyez, il ne bouge pas. N, c'est donné au début et puis ça ne changera pas. Donc, quand il demande la température du four arrondi à l'unité au bout de 4 heures, bah, c'est justement... C'est quoi, du coup? Pour un nombre entier naturel n, on note Tn, la température en degrés Celsius du four, au bout de n heures, écoulées à partir de l'instant où il était éteint. Bon. Du coup, si je veux la température au bout de 4 heures de refroidissement, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Que je veux calculer quelle valeur? Exactement. Mais du coup, on l'appelle ça T4. Tout simplement. Ok? On a dit que Tn, c'est la température au bout du refroidissement, au bout de n heures. Donc, au bout de 4 heures, ce sera T4. Ça va ou pas? Ah. Alors, qu'est-ce que ça fait du coup, cet algorithme-là? Eh bien, Tn est calculé par l'algorithme suivant. Donc, ça veut dire que n, c'est fixé. Et si je calcule Tn, ça veut dire que T4 sera donné par cet algorithme-là, mais où, à la place de n, eh ben, j'aurais mis 4. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas vraiment une variable, parce que quand il nous demande de faire tourner cet algorithme, bah, j'ai fixé n égale à 4. Je l'ai fixé parce qu'il veut la température au bout de 4 heures. Donc ça veut dire que I va varier entre 1 et 4. Ça, c'était la première chose à comprendre. Deuxièmement, faisant ce tableau d'affectation, on va marquer du coup les valeurs de T, et les valeurs de I du coup. Où I, c'est la variable qui tourne dans cette boucle. Je vous rappelle que ça, c'est une boucle pour, comme c'est indiqué par le fait qu'il y a le mot pour. D'accord? Donc, pour I allant de 1 à 4, on a une opération à faire, une seule opération à faire, et ensuite, ça dit fin de la boucle pour. Est-ce que ça va jusque-là? Bon. Quand je suis à l'extérieur de la boucle, T est égal à 1000, parce qu'on commence à 1000 degrés. Et donc là, je ne vais pas mettre de valeur de I, parce qu'au début, I est égal, on n'est pas encore entré dans la boucle, donc il n'y a pas de I. C'est pas que I est égal, voilà, I, il n'y a pas. D'accord? Donc ça, c'est avant la boucle, pour que ce soit clair. Ok? Je suis là. Ensuite, je rentre dans la boucle, et donc I est égal à 1. Alors encore une fois, vous savez que I va aller de 1 à 4. Donc, à la première opération, dans la variable T, regardez qu'est-ce qui est marqué. Juste dans cette ligne. C'est marqué que dans la variable T, je dois affecter une nouvelle valeur.
Ça, c'est symbolisé par la flèche. Et cette nouvelle valeur, c'est égal à 0,82 fois la valeur de t plus 3,6. Or, quand je suis à i égale à 1, donc je suis encore une fois ici, quelle est la valeur de t? 1000. Donc, je vais faire 0,82 fois 1000 plus 3,6. Et cette opération-là, ça, on l'a fait de tête. Ici, c'est encore assez simple, effectivement. Ça fait 820 plus 3,6. Je pense que vous avez trouvé cela. 823,6. Qui n'a pas trouvé cela? Qui a trouvé cela? Excellent. Donc, la première valeur que je mets ici, c'est 823,6. Très bien. Ça, c'est donc la première boucle. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Parce que maintenant que j'ai fait ce premier calcul, bah, ça veut juste dire que j'ai fait une boucle. Donc maintenant, i passe à la valeur suivante, qui est donc la valeur 2. Excusez-moi. 2. Alors pour la valeur 2, du coup, je reviens à mon point de départ, donc à la ligne pour i allant du coup de 2 à 4, parce que i a augmenté de 1. Et donc je refais la même opération, sauf que maintenant dans t, il y a la valeur 823,6. Donc quand ici je fais cette opération-là, maintenant je vais faire 0,82 fois 823,6 plus 3,6. Et là, j'avoue, même moi, je veux bien me servir de la calculatrice à ce moment-là. Je vais donc écrire 0,82 fois 823,6 plus 3,6. Tac. 678,952. 6, c'est... Ah, il faut arrondir à l'unité. Ah non, mais seulement à la fin. Donc pour le moment, je peux juste réécrire. 678,900. Merci. Très bien. Je suis à i égale à 2, donc je fais i égale à 3. Et je répète la même chose, mais du coup avec encore une nouvelle valeur. Et cette nouvelle valeur, c'est évidemment 678,952. D'accord? Je reprends ma calculatrice et comme je suis paresseux, juste j'utilise la flèche pour revenir en arrière. J'efface la valeur que j'avais écrite tout à l'heure et je la remplace par 678,952. Voilà. Exécution et ça fait 560, bon, attendez, je ne vais pas y arriver. 560,34 064. OK? Et enfin, i arrive à la valeur numéro 4, qui était celle qui nous intéressait vraiment. Et du coup, je fais le dernier calcul en utilisant à la place que 678, etc., la nouvelle valeur de t. Donc 560, des brouettes. D'accord? Et je vais donc directement le mettre à la calculatrice, toujours avec la même technique de paresse, c'est-à-dire revenir en arrière avec les petites flèches. Et donc j'écris 560,34 064. 34 000, ok. Je fais l'opération et je trouve 463. Alors, et ici, du coup, je peux arrondir parce qu'il me demandait dans le problème que le résultat final, il devait être arrondi à l'unité. Alors, arrondi à l'unité, du coup, ça veut dire que de ça, j'oublie tout sauf 463 parce que du coup, après, c'est virgule 0 quelque chose. Donc, c'est clairement arrondi à 463. Et donc, la réponse finale, c'est tout simplement 463. Voilà, vous l'avez juste là. Donc, c'est pour la 4e itération de notre algorithme. Est-ce que vous avez compris qui était arrivé à faire ça? Très, très, très bien. Bien. Ceux qui n'étaient pas arrivés, est-ce que vous avez des questions? Non? Je peux vous assurer que pendant quelques temps, on fera des échauffements très fortement algorithmiques. Parce que vous en avez vraiment besoin. Ok, la deuxième question, c'était une preuve par récurrence, même si ce n'était pas marqué par récurrence. Mais donc, il fallait démontrer que pour tout nombre entier n, on a une expression très précise pour cette température. C'est 990 fois 980 fois 0,82 à la puissance n plus 20. Alors ici, il fallait juste utiliser l'expression par récurrence de cette suite, qui est donc T0
égale à 1000 et Tn plus 1 égale à 0,82 fois Tn plus 3,6. C'est comme ça que vous obtenez le terme successif à chaque fois. C'est ça qu'on a fait en fait dans l'algorithme. Et si vous utilisez cette expression-là dans une preuve par référence, bah, c'était très simple en fait, lors de l'hérédité, de trouver cette expression-là. Est-ce que quelqu'un a eu le temps de le faire? Non? Ça, c'est pas grave. Je pense que 5 minutes était un bon temps déjà pour faire le tableau d'affectation de cet algorithme-là, ou tout simplement pour calculer 463. On va passer à l'exercice 19. Donc c'est un exercice sur la partie de géométrie de l'espace. Géométrie de l'espace, c'est le nouveau chapitre qu'on a commencé jeudi dernier avec l'autre demi-groupe et que nous continuons aujourd'hui et toute la semaine et pendant encore quelques temps. C'est, comme je le disais dans la vidéo, mais je ne suis plus sûr de l'avoir coupé au montage ou pas, c'est un chapitre extrêmement important qui est donc divisé en 3 sous-chapitres tout le long de l'année. C'est un noyau très dur. C'est impossible qu'il y ait un sujet de bac cette année sans au moins un exercice sur ça. Premier problème, on considère les cubes ABC, blablabla. Exprimer les vecteurs suivants comme combinaison linéaire des vecteurs AB, AD et AE. Je vais déjà me symboliser les 3 vecteurs qu'il a mentionnés avec les 3 couleurs que j'ai ici. Donc, je vais mettre le vecteur rouge, c'est le vecteur AB. C'est donc celui-là. Je vais ensuite avoir le vecteur AD. Ça va être mon vecteur bleu. Vous le voyez là? Et ensuite, je vais avoir un vecteur vert qui est le vecteur AE. Ça va être pour moi celui-là. Voilà. Maintenant, il faut exprimer les vecteurs suivants comme combinaison linéaire des vecteurs donc rouge, bleu et vert. Alors, je vous rappelle que les combinaisons linéaires, c'est tout simplement toutes les expressions de la forme suivante. Je prends un certain nombre de fois alpha que je ne connais pas, hein, c'est juste un certain nombre de fois le vecteur vert AE, pardon, je l'ai fait dans l'ordre du coup, le vecteur rouge AB, plus un certain nombre de fois bêta, le vecteur bleu AD, plus un certain nombre de fois gamma, le vecteur vert, donc AE. Eh bien, ça, c'est une combinaison linéaire, donc dans laquelle vous avez 3 coefficients alpha, bêta, gamma, qui vous disent combien de fois vous prenez chaque vecteur. Attention, alpha, bêta et gamma, elles peuvent être aussi négatifs, ou aussi égal à 0. C'est-à-dire aucune fois, ou moins une fois si vous allez dans la direction opposée. Donc voilà, vous êtes complètement libre. Ça veut dire que alpha, bêta et gamma appartiennent à l'ensemble des réels. Super important. Et ça s'appelle une combinaison linéaire. D'accord? Mais c'était déjà noté dans votre poly. Donc normalement, c'est pas du nouveau. Voilà, ok, maintenant c'est les vecteurs suivants. Alors j'avais déjà fait le vecteur AF avec l'autre demi-groupe, donc je sauterai cette correction si vous me le permettez. On commence du coup avec le vecteur AH. AH, c'est ce vecteur jaune. Excusez-moi, c'est celui-là. Voilà. Ce vecteur, il est clairement, vous le voyez, hein, sur le cube, lui, il est sur la face ADEH. Vous la voyez, non? Ok. Donc, si vous imaginez que moi, je fais mon petit point de départ ici avec mon bonhomme, lui, pour arriver au point H, en utilisant seulement le vecteur rouge, vert et bleu, je peux tout simplement parcourir une fois le vecteur bleu, d'accord? Donc, faire ça. Et ensuite, monter avec le vecteur vert. Vous voyez? Si j'en fais une copie ici, je pense que ça devient évident. D'accord? Donc ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire que AH est égal à 0 fois AB. Et ça, vous n'avez pas besoin de les marquer, hein, parce que ça fait 0 de toute façon. Plus, effectivement, une fois le vecteur bleu AD. Plus une fois le vecteur vert AE. Ok? Dans cette phase,
c'est très important pour moi de vraiment marquer la combinaison linéaire avec les valeurs alpha, bêta et gamma. Donc ici, vous voyez, alpha est égal à 0, bêta est égal à 1 et gamma est égal à 1. J'espère que vous le voyez avec cette comparaison-là. D'accord? Donc AH est effectivement une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Est-ce que ça va? C'est facile. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que je peux ne pas corriger parce que c'était vraiment évident? Par exemple, est-ce que celle-là, je peux ne pas la corriger? Qui n'a pas fait l'exercice? Il n'y a pas assez de oui pour que tout le monde l'ait fait, ou sinon vous êtes très timide. Tu l'as pas fait, je vais voir pourquoi. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne l'a pas fait? N'ayez pas peur. Très bien. Ensuite, enfin, pas très bien, mais merci de l'honnêteté. Quelqu'un d'autre? Okay. Est-ce que je peux du coup ne pas corriger AG? Oui, merci beaucoup. Des autres, du coup, je vous fais laquelle? Les trois? Ou je peux aussi ne pas corriger EB peut-être? Non, vous la voulez, EB. Oui, vous la voulez, ok. EB. Alors du coup, je m'efface juste les choses que j'ai écrites pour les choses que j'avais écrites pour mon premier exemple. Donc maintenant, c'est le vecteur jaune qui m'intéresse. Ce sera le vecteur EB. EB. Ok. Très bien. Alors, pour le vecteur EB, comment je vais faire? Donc, premièrement, vous savez que je suis en train de rester toujours sur la même face, c'est la face ABFE ici. Donc en fait, je sais déjà que le vecteur AD, je vais clairement pas m'en servir. D'accord? Donc je peux déjà marquer que EB, ce sera égal à 0 fois AD. Ça c'est sûr. Encore une fois, pourquoi c'est sûr? Parce que vous voyez que le vecteur EB, il ne va pas dans la direction AD. Il ne va pas dans la profondeur. Donc c'est sûr que AD, je ne l'utilise pas. Donc tout est une question de bien gérer AB et AE. D'accord? Ça, c'est sûr. Donc déjà, je vais me les marquer parce que je sais que ça va dépendre de ces deux-là. Et ensuite, je me pose la question, comment j'arrive à faire ça, en fait? Tout simplement. Alors, il y a un truc ici contre-intuitif. La meilleure chose que vous pouvez la meilleure façon, je pense, que j'ai d'expliquer cet exercice-là, c'est imaginez du coup d'être sur le vecteur EB. D'accord? Je pense qu'il est clair que vous faites... Vous le voyez, hein, c'est une sorte de diagonale vers le bas. Ok. Vous avez un vecteur qui va vers la droite et un vecteur qui va vers le haut. Pour aller dans une diagonale en bas à droite, il faut que vous alliez vers la droite. Donc là, c'est bien parce que ça veut dire que vous suivez le vecteur AB. Mais il faut aussi que vous descendiez. Alors, comment vous faites pour descendre, en fait? Parce que là, vous avez un vecteur qui vous fait monter. Ça, c'est l'ascenseur vers l'étage supérieur. Vous voulez descendre à l'étage inférieur. Du coup, comment vous faites? Exactement. Lequel, du coup? Effectivement. Et ici, vous pouvez voir ce dessin en vous disant, en fait, si je me mets là avec mon petit bonhomme, que je vais utiliser seulement le vecteur AE et AB pour me déplacer, alors clairement, je fais une fois le vecteur AB, parce qu'il me fait arriver là, et ensuite, je vais prendre non pas le vecteur AE, qui me ferait faire un voyage vers le haut, mais je vais prendre le vecteur AE, mais opposé, c'est-à-dire moins AE. Donc moins une fois AE, parce que je vais descendre. Et du coup, mon bonhomme, il va faire effectivement le bon chemin. Regardez, il descend. Il arrive exactement là où il faut qu'il arrive. Et du coup, je vais écrire que ça fait une fois AB, toujours, et moins une fois AE. Autrement dit, si vous voulez le réécrire d'une façon un peu plus rapide, avec moins d'encre en tout cas, ça fait du coup AB moins AE. D'accord? Je vous laisse le dessin ici pour voir le petit déplacement du bonhomme. Ok? Oui. Quoi? Est-ce qu'on pourra faire BH, c'était une des questions ou pas? Ah oui, j'ai pas fini, t'inquiète. Mais est-ce que déjà ça va ou pas?
C'est facile, non? Oh, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Super. Il y avait un... Oui. Peut-être par exemple plus une fois blanc à eux. Oui, mais du coup, c'est redondant, tu vois. Toi, tu veux tout exprimer en fonction de combien de fois le vecteur AE. Donc, autant dire moins une fois. Ok, j'efface ceux dont j'ai plus besoin. Ok. Voilà. C'est CF maintenant. CF. Est-ce que ça a posé des problèmes ou je pense que celui-là, il vaut mieux que je le fasse. Les deux derniers sont un peu plus durs. CF, c'est ce vecteur-là. Ok? Alors, ce vecteur, c'est CF, je suis d'accord avec vous, et ce vecteur, il se trouve clairement sur la face BCFG, ou BCGF si je vais lire dans le bon ordre. Mais moi, je vais l'exprimer toujours avec mes petits vecteurs AB, AD et AE. Or, je sais que deux vecteurs sont égaux quand je peux en faire, du coup, c'est la copie du même vecteur. Donc, à la place de travailler avec celui-là qui se trouve sur une face qui est un peu lointaine, si vous voulez, de mes trois vecteurs de base, du coup, je vais prendre ce vecteur-là, le vecteur DE, qui en fait est exactement le même. Parce qu'il se trouve sur une face parallèle, d'accord? Et que je prends les deux sommets correspondants. Ça va? Donc, maintenant, je me concentre là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait, ce vecteur orange? Laissez-moi juste me poser dans le point de départ, donc dans le point D. Et du coup, je me pose la question, qu'est-ce que je fais comme chemin? Clairement, regardez, la flèche, elle est en train d'aller dans la direction le long de AE, parce que je monte, mais je suis en train d'aller à contre-courant par rapport à AD. Parce que vous voyez, je passe, en fait, si vous regardez l'ombre du bonhomme sur le sol, vous voyez qu'elle est en train d'aller dans le sens contraire à la flèche bleue. Ça veut dire que ce vecteur-là, donc le vecteur CF, il va être égal à... Alors, déjà, AB, je ne le prends pas du tout. Je ne l'emprunte même pas parce que je suis sur une autre face. Ensuite, AD, je le prends moins une fois parce que je le prends à contre-courant. Et je prends une fois le vecteur AE. Ça, c'est donc son expression. Tes souhaits, des questions là-dessus? Non? Non? Bon. Donc, le dernier, celui que Jonathan m'avait demandé, c'était le vecteur BH. C'est ça, non? BH. Alors, est-ce que je peux effacer ou... je peux? Bon. Alors, BH, c'est le vecteur suivant. Voilà. Alors, clairement, ça, c'est un vecteur qui va impliquer tous les trois vecteurs parce qu'il va vers le haut, donc ça veut dire que AE sera impliqué. Il va en profondeur parce qu'il passe de B vers H, or H est dans le plan derrière. Donc, clairement, il va suivre aussi AD. Et il passe aussi de droite à gauche parce que, clairement, je passe du côté de droite, donc le côté où il y a B, par exemple, vers le côté de gauche où il y a le sommet H. Alors, ici, déjà, je vais vous donner la solution et ensuite, vous allez me dire si c'est clair, pourquoi ou pas. BH, encore une fois, essayez de vous poser la question en termes de quelle direction ai-je emprunté. Alors, je suis en train d'aller du plan ABFE vers le plan CGHD. Donc, ça veut dire que j'ai suivi au moins une fois donc le vecteur AD. Ensuite, je suis en train de monter. Je passe de B à H. Donc, je passe du plan ABCD au plan EFGH. Donc, je monte. Et monter, ça veut dire que j'emprunte le vecteur AE. Enfin, je passe de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Donc, ça veut dire que j'emprunte le vecteur AB, mais pas dans le bon sens. Dans le mauvais sens, donc dans le sens opposé. Ça fait donc moins 1 AB. Ce vecteur donc est obtenu comme moins 1 AB plus AD
plus AE. Est-ce que vous les voyez? Pourquoi? Vous pouvez également le voir évidemment comme somme de ces trois vecteurs que je vous ai mentionnés, les enchaînant les uns avec les autres. Si vous prenez le vecteur moins AB, ça va vous faire ce chemin-là. Si vous enchaînez avec AE, ça veut dire que vous faites ce chemin-là, regardez. Ça, c'est moins AB. Puis vous faites AE. Et ensuite, vous prenez AD, que je recopie ici pour votre visibilité. Ben, du coup, effectivement, je passe du point B jusqu'au point H. Vous voyez le chemin? Ça, c'est clairement le chemin qui me mène de B jusqu'à H. Bien sûr, il y avait plein d'autres chemins. Par exemple, j'aurais pu faire B, C, C, G, GH. Ça marchait pareil. Ou même B, C, C, D, DH. Mais tu vois, tu utiliseras toujours les mêmes trois vecteurs. Donc, le vecteur opposé à AB, le vecteur AE et le vecteur AD. Ou leur copie, évidemment. Voilà. Il faut un peu réfléchir. Mais ça va, c'est visuel un peu, non? Je pense que ça, c'est clairement des exercices à faire avec le carré devant vous. Ce beau carré-là, parce que, je sais pas, pour moi, c'est vraiment comme ça que ça devient simple. Sinon, ça peut effectivement être voilà, pas facile. Bon, il y avait un autre exercice après. Et le deuxième, c'était l'exercice 23. Alors, l'exercice 23, pardon, c'était un exercice qui anticipait le cours d'aujourd'hui. D'accord? Donc, ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas terminé parce que c'était un exercice sur le concept d'être coplanaire. Mais j'estime que la coplanarité, c'est quelque chose de très, très, très intuitif. Et, donc, je me suis dit, moi, je vais leur balancer l'exercice et après, je vais voir comment ça s'est passé. En plus, vous aviez le poly. Donc, si jamais vous avez vraiment un doute et que vous vouliez quand même le résoudre, vous aviez la lecture. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire être coplanaire à votre avis? Alors, coplanaire, ça veut dire partager un plan, effectivement. Comme collinéaire, ça veut dire partager une ligne de quelque manière. Okay? Coopération, ça veut dire faire une opération ensemble. En général, ceux qui commencent par co quelque chose, c'est toujours le fait de faire quelque chose, donc une certaine un adjectif, voilà, une qualité, mais de partager ça avec quelqu'un ou quelque chose. Ici, être coplanaire, du coup, ça veut dire partager le même plan. Donc, le but va être dans cet exercice, non pas de regarder s'il se trouve sur le même plan, mais si, éventuellement, à une copie prête, je peux trouver, du coup, deux vecteurs qui soient sur le même plan. Par exemple, on commence avec AB, AC, BC. Alors, AB, AC, BC. Alors, pour cet exemple-là, il est très facile de dire oui. Mais ça, c'est évident. C'est tout simplement que les trois vecteurs, en fait, ils passent par 3 points. C'est les points A, B et C. Or, vous savez que par 3 points qui sont non alignés, bah, vous pouvez faire seulement un plan. OK? Clairement, même si ça, c'était pas clair, je pense que vous pouvez voir de façon assez intuitive que les trois vecteurs, ils se trouvent tous sous la face du cube A, B, C, D. C'est pour ça que là, il n'y avait pas trop de doute, en fait. Deuxième question. Donnez un représentant du vecteur AD. AD, déjà, c'est qui? C'est lui. Dans le plan BCG. OK. Moi, je vais donner un représentant de AD dans le plan BCG. Le plan BCG, c'est donc le plan ici. C'est cette face du cube. Alors, si je dois en donner un représentant, j'ai, je pense, deux choix privilégiés. Le choix BC, qui est une claire copie, mais je pourrais aussi choisir le vecteur FG. C'est clairement une copie. En fait, je pourrais aussi prendre n'importe quel vecteur ici, par exemple.
Ce sont toujours des copies. C'est juste que ce troisième vecteur que j'ai fait là, le rouge au milieu, bah, comme il n'a pas de lettres, c'est compliqué pour moi de l'identifier, du coup je vais juste l'effacer, d'accord? Bon. Les vecteurs AD, CF et BG sont-ils coplanaires maintenant? Du coup, il pose la question sur AD, qui est le premier vecteur rouge, CF, et BG. Maintenant qu'on les a représentés ainsi, je pense qu'il est facile de dire que la réponse est oui. Parce que, bah, tout simplement, j'ai pu faire non pas une, mais même deux copies de AD sur la face BCGF, qui donc est partagée avec les deux vecteurs BG et CF. Donc, il n'y a aucun problème. Les trois vecteurs, donc le rouge, le vert et le bleu, ils se trouvent sur la même face jaune. Donc, ils sont clairement coplanaires. Dernière question, les vecteurs AE, BC et AB sont-ils coplanaires? Il faut que je le trace parce que sinon c'est mort. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? J'efface tout. C'est AE, c'est BC, et c'est AB. Si, oui, c'est ça. AB. Ok. Alors, la question là, c'est s'ils sont coplanaires ou pas. Déjà, commençons avec AB et AE. Ici, c'est facile de voir que AB et AE, ils sont coplanaires. Regardez, AB et AE. Pourquoi ils sont coplanaires? Eh ben, très clairement, parce qu'ils se trouvent sur la même face. Ça veut dire qu'ils sont dans le même plan. C'est le plan ABFE. C'est le plan qui est là, vous voyez. Par contre, le vecteur BC, en fait, c'est un vecteur qui va en profondeur. Imaginez de prendre ce vecteur-là et d'essayer de le caser sur le plan ABFE, où les deux autres se trouvent. Si le vecteur AB et AE, qui sont du coup la majorité, ils se trouvent dans un plan, si on veut savoir si les trois sont coplanaires, essayons de mettre le troisième dans le même plan. Mais est-ce qu'on y arrive? Non, en fait, c'est impossible, parce que ce vecteur-là, justement, il sort de ce plan et il va en profondeur. Vous ne pouvez pas le mettre, entre guillemets, sur ce plan-là. Donc ici, la réponse, c'est non. Monsieur, Oui. les AB et BC, tous ceux qui sont coplanaires. Lesquels, pardon? AB et BC. Alors, AB et BC, ils sont coplanaires entre eux. Bien sûr. Ils sont sous le plan ABCD. Mais à ce moment-là, c'est AE qui ne serait pas dans ce plan-là. Tout est relatif, bien sûr. Tu peux même dire que AE et BC sont coplanaires. Ça, c'est sûr. D'accord? Mais voilà, tu ne peux pas le dire. On passe à notre cours. Ok? Alors, donc, ça, ce sont les notes que j'ai fait dans les cours en vidéo de cours précédents. Il y a ici la définition de combinaison linéaire de vecteurs de l'espace. Ici, il y a un exercice expliqué avec les combinaisons linéaires de vecteurs donnés, d'accord? Où il fallait dessiner des vecteurs, du coup. Cet exercice-là, encore une fois, c'est un bon exercice d'entraînement, mais je préfère vous le laisser à faire, du coup, pour vous entraîner, parce que vous avez la solution juste en dessous. Et donc, c'est fort pratique pour ça, en fait. Donc, je me permets de passer à autre chose. Parlons déjà de qu'est-ce que ça veut dire d'être des vecteurs collinaires. Alors, c'est un truc que vous avez déjà vu, hein, on l'a déjà même utilisé, mais voilà, essayons de le dire avec une belle définition. Deux vecteurs non nuls UV sont collinaires, encore une fois, ça veut dire qu'ils partagent la direction, ils partagent la ligne. Signifie qu'ils ont même direction, c'est-à-dire qu'il existe un nombre réel K, tel que vous pouvez écrire que un des deux vecteurs, celui que vous voulez, hein, par exemple le vecteur U, est bien égal à K fois l'autre vecteur. C'est ça la signification d'être collinaire. Ça veut dire que vous avez ces deux vecteurs-là, par exemple, ils sont comme ça, regardez. Vous en avez un qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Eh bien, vous le voyez, hein, qu'ils partagent la direction.
Mais comment on fait pour montrer... Comment vous faites pour montrer qu'ils sont en fait colinéaires? Bah, rien de plus simple. Vous dites juste, ok, mais en fait, moi je remarque que le vecteur U, dans mon petit exemple ici, eh bien, il va être égal à un certain nombre de fois le vecteur V. Combien de nombre de fois? Bah, regardez, je vous le fais en bleu. Si vous prenez le vecteur V, et déjà on fait son opposé. Son opposé, c'est celui-là. Donc lui, c'est moins V. Et ensuite, je vais le prolonger en le doublant. Donc, j'en fais un autre attaché, juste comme ça. Ben, regardez un peu si moins V, ce n'est pas égal à U. Et ben, du coup, vous pouvez dire que U est égal à rien d'autre que moins 2 fois V. Et du coup, ici, le nombre réel K, c'est moins 2 dans cet exemple. Excusez-moi si j'ai mal fait, mais je dois écrire très petit et parfois, je ne vais pas très droit. D'accord? Mais donc, ce vecteur-là, vous pouvez mieux le faire que moi, je pense. Voilà, comme ça. OK? Est-ce que c'est clair? Ça va? OK? Bon. Super, si ça c'est clair, ça, on va pouvoir bien procéder. Maintenant, ah oui, je ne sais pas si je vous l'avais dit, là où il y a les points d'exclamation, c'est qu'il y a une définition à compléter, d'accord? Où il y a un petit vide. Okay. Clairement, ici, dans les deux propriétés qui suivent, pas dans la définition, mais il y a, après le son, il manque clairement un mot. Ok. Bon. Du coup, déjà la définition. On appelle vecteur directeur de D, en sachant que D, c'est une droite, hein, tout vecteur non nul qui possède la même direction que la droite D. Attention, hein. Du coup, il n'y a pas un vecteur directeur, il y a des vecteurs directeurs au pluriel. Propriété, soit A un point de l'espace et U un vecteur non nul de l'espace, la droite D passant par A et de vecteurs directeurs U est l'ensemble de points M tels que les vecteurs AM et U sont colinéaires. Exactement. Bravo à toi. Ça, c'est la propriété du coup des droites. Comment je peux créer des droites, en gros? Propriété numéro 3, propriété numéro 2, celle qui est tout en bas. Deux droites de l'espace de vecteurs directeurs respectifs U et V sont parallèles si et seulement si les deux vecteurs U et V sont, à votre avis, toujours colinéaires, en fait. Le mot-clé ici, c'est colinéaire. Je pense que vous l'avez saisi. Super. Ça, c'est pour le moment tout ce qu'il nous faut sous les droites. On peut donc passer au plan. Maintenant, première propriété, et c'est super important. Si vous avez deux vecteurs non nuls et non colinéaires, vous pouvez toujours déterminer un plan à partir d'eux. N'importe lesquels. Un vecteur non nul, c'est égal à 0. Le vecteur nul, c'est le vecteur qui ne bouge pas. C'est comme si tu pars d'un point et tu arrives au même point. C'est un point. Mais du coup, c'est un peu un vecteur dégénéré, tu vois. C'est un vecteur qui existe seulement pour te faire comprendre que les vrais vecteurs ont une longueur. Je disais oui. Deux vecteurs non nuls et non colinéaires déterminent la direction d'un plan. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut juste dire que si vous avez deux vecteurs positionnés dans n'importe quelle direction, ces deux directions-là, essayez d'imaginer maintenant le plan que je suis en train de créer. C'est le plan qui se trouve, imaginez juste de stratifier la surface que je suis en train de créer avec les deux vecteurs. Vous la voyez ou pas? On va aller vers la caractérisation du coup du plan de l'espace, qui est juste après. C'est celle-là. Alors celle-là, c'est la première où vous avez une preuve en plus. Oups, excusez-moi. Caractérisation d'un plan de l'espace. Soit un point A, qui est le point qui se trouve juste ici, j'espère que vous le voyez. Le point jaune, ok? Et deux vecteurs de l'espace U et V qui ne sont pas colinéaires. Ce sont les deux vecteurs rouges. Clairement, ils ne sont pas colinéaires, voilà. Alors, l'ensemble des points M de l'espace tels que AM égale à une certaine expression, avec X appartenant à R et Y appartenant à R, est le plan
passant par A et dirigé par les deux vecteurs U et V. Quand vous faites un certain nombre de fois un vecteur plus un autre nombre de fois l'autre vecteur, une combinaison linéaire. Une combinaison linéaire. Et les combinaisons linéaires, on l'a vu, ça se fait du coup avec deux réels qui ici s'appelleront x et y. Et donc ce sera x fois u plus v plus, excusez-moi, y fois v. Je vais pour le moment sauter la preuve, mais si vous êtes curieux et intéressé, ce que j'espère que vous êtes encore à ce moment-là, vous pouvez la lire très 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 confortablement. D'accord? Je vais donc continuer à glisser. La propriété ici est très intéressante du coup, celle qui est là-haut. Deux plans déterminés par le même couple de vecteurs non collinaires, bah, du coup ils sont parallèles. Ça c'est des propriétés vraiment où il faut juste y réfléchir un instant pour les intégrer comme quelque chose d'évident. Celle d'avant elle était un peu plus dure, mais celle-là ça va. Ok, maintenant, là on va s'amuser un peu avec les positions relatives des droites et des plans dans l'espace. Les positions relatives, ça veut dire juste étudier en fait les configurations possibles des objets en fait qu'on a définis pour le moment dans l'espace. Or les objets intéressants clairement sont les droites, les plans. Éventuellement on pourrait dire les points, mais les points c'est un peu, ils sont partout tout simplement. C'est pas très intéressant de faire les positions relatives de points avec les autres objets. Concentrons-nous pour le moment sur les droites et les plans et voir quelles sont leurs possibles positions relatives. Quand on dit relative, ça veut dire position du coup entre droite et plan, entre droite et entre plan et plan éventuellement. Commençons par cette première distinction. Propriété du coup, deux droites de l'espace sont. Donc là, ce sont les positions entre deux droites. Si vous avez deux droites de l'espace, soit elles sont coplanaires, soit elles sont non coplanaires. Jusque-là, ça va. Rappelez-vous un truc, les droites, je ne les bouge pas. C'est pas comme les vecteurs que je peux copier, coller, déplacer un peu où je veux. Pardon. Les droites, c'est fixe, ça bouge pas. Si vous prenez deux droites, imaginez du coup que vous avez deux droites, ça veut dire en fait vos deux directions des bras. Alors soit elles sont coplanaires, par exemple comme ça, même comme ça. Soit elles sont non coplanaires, par exemple comme ça. Si vous voulez un autre exemple, reprenez votre très aimable cube de tout à l'heure. Et ici, juste posez-vous la question, si je prends la droite BF, qui est donc cette droite-là, est-ce qu'elle est coplanaire ou pas avec la droite AD? Tu es en train de confondre les droites avec les vecteurs. Le vecteur AD et le vecteur BF, ils sont coplanaires. Tu as raison sur ça. Mais les deux droites ne le sont pas. Tu vois, les vecteurs, je peux toujours en faire des copier-coller. Mais les droites, non, elles ne bougent pas. Ok? C'est comme des lieux, tu vois. Ce serait comme dire Londres et Paris, c'est deux villes. D'accord? Mais elles ne sont pas dans la même nation. Clairement, il y a des kilomètres entre elles. C'est pas du tout la même ville. Mais les deux, c'est des villes. Tout comme ici, les deux droites, elles possèdent des vecteurs directeurs, toutes les deux. Et ces deux vecteurs directeurs, ils définissent un plan, les deux vecteurs. Il n'y a aucun problème. Mais les droites, elles ne sont pas coplanaires. Par contre, si les droites, elles sont coplanaires, du coup, il y a deux possibilités seulement. Les deux possibilités qui sont marquées juste ici. Si les droites D1 et D2 sont coplanaires, alors il y a deux possibilités, pas plus. Soit elles sont séquentes, comme ici. Là, s'il vous plaît, ne me faites plus faire de la gymnastique. Soit elles sont parallèles. Alors, les vecteurs sont collinaires, les droites sont parallèles. Parce que c'est la possibilité du coup où les deux droites, en fait, c'était la même droite depuis le début. Okay? Ça peut arriver. Mais comme c'est un cas un peu plus facile, je le laisse en dernier. Déjà, est-ce qu'on est tous convaincus Si les deux droites sont sur le même plan, bah du coup, en fait, on retrouve les mêmes
position des droites qu'on avait quand vous avez fait en seconde les équations de droite. Vous vous rappelez y égale mx plus p, tout ça. Ah, c'était mignon. Dans ce cas-là, du coup, on avait que les droites, elles pouvaient être soit séquentes, donc elles se croisent dans un point, soit elles sont parallèles comme ça. Troisième cas, qui est un cas un peu particulier, c'est la possibilité où elles sont confondues. Confondues, ça veut juste dire qu'en fait, depuis le départ, elles étaient la même. Mais si les droites ne sont pas coplanaires, alors vous avez une situation qui ressemble à celle que je vous ai du coup décrite avec ma gourde et avec mes bras. Là, je suis en train de faire un exemple de deux droites qui ne sont clairement pas du tout coplanaires. Vous voyez, une droite, elle est entre guillemets posée sur ce plan et l'autre, elle coupe le plan comme ça. Encore une fois, hein, Elohim avait raison. Si moi je considère les deux des vecteurs directeurs de ces droites, par exemple, si je prends, imaginez, ce vecteur directeur ici et ce vecteur directeur là, Elohim a raison. Avec ces deux vecteurs-là, je peux faire un plan. Effectivement, il suffit juste que j'en fasse, par exemple, une copie du vecteur bleu, une copie du vecteur rouge. Tac, je leur donne la même origine. Et maintenant, en fait, je suis en train de définir un plan. Ce plan-là. Mais attention, ce plan-là, je l'ai fait avec les deux vecteurs, pas les deux droites. Les droites, elles ne bougent pas dans l'espace. Et le vecteur, je peux copier-coller comme mieux me semble. Question? Mais là, les droites, elles sont pas sur le même plan. Non, tu vois dans le dessin, dans un dessin de géométrie, quand vous voyez ici, il y a un pointillé, ça veut dire en fait que on ne voit pas ce morceau-là de la droite parce qu'il se trouve en dessous du plan. C'est pour ça qu'il y a le pointillé. D'accord? C'est une question de perspective en fait. Il faut que tu imagines que, du coup, tu vois, imagine que ça c'était l'ombre de la droite des deux. Tu le vois maintenant ou pas? Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord ou pas? Ok, ici vous avez des exemples. J'espère que ça va pour le moment. Je termine avec les positions relatives de deux plans, c'est promis, d'accord? Parce que du coup, c'est plutôt simple avec les plans. Donc, encore une fois, hein, là vous avez vu les positions relatives entre deux droites possibles. Là, on va voir les positions relatives entre deux plans. Alors, si vous avez deux plans, c'est comme si vous aviez deux feuilles de papier, rigides du coup, mais quand même deux feuilles de papier. Ok? Vous êtes familier, je pense, avec les feuilles de papier. Eh bien, soit deux plans de l'espace, soit ils se croisent et ils forment du coup une droite à leur milieu, dans leur intersection, soit les plans sont comme dans un livre, c'est-à-dire parallèles. Pour les plans, du coup, on dit parallèle. Ça n'aurait pas de sens de dire collinaire. Parce que ils ne peuvent pas partager une ligne, c'est un plan. Figure juste ici. Et dans le cas où ils sont parallèles, alors soit ils sont parallèles et distincts, soit ils sont superposés et confondus. C'est clairement la situation où là ils sont parallèles et là ils sont confondus. Mais ça reste parallèle en fait. C'est juste que là, ils sont parallèles et ils ne se touchent jamais. Là, ils sont parallèles et ils sont l'un sur l'autre. Je pense que je vais m'arrêter aux positions relatives d'une droite et d'un plan. Ok, on va passer à quelques exercices. Vous allez me faire le 25 et 26 très rapidement. Avant de vous corriger, j'aimerais juste vous donner une petite indication sur les exercices qui sont à faire pour la prochaine fois. Il s'agira de l'exercice 21, qui est un vrai ou faux très similaire à ce qu'on vient de voir. Donc, c'est celui-là. Il faut déterminer donc, si les affirmations sont vraies ou fausses. C'est toujours par rapport du coup, aux affirmations qui sont faites ici. Hein. Les vecteurs U, V et W tels que vous avez ce truc-là ne sont pas coplanaires, vrai ou faux. À vous de voir. Et A, B, C, bon, voilà, c'est deux exemples pratiques. Ça, c'est le 21. Par contre, pour le 28 et le 29, alors le 28, voilà, c'est en fait un exercice de catalogation de plans. Vous avez des couples de plans. Il faut préciser si du coup ils sont séquents, confondus ou strictement parallèles. Voilà. Il faut juste les caser dans les possibilités du tableau que nous avons vu il y a quelques minutes. Le 29, c'est un exercice qui s'approche enfin d'une difficulté de type bac.
vous avez un tétraèdre, le tétraèdre ABCD, c'est une pyramide à base triangulaire. On place les points I et J, tels que, vous avez une explication, mais bon, il y a aussi le dessin à côté. Il faut montrer que JI il est égal à 3/4 de BC. Et ensuite, il vous demandera de déduire quelque chose pour la droite IJ et le plan BCD. Alors, je ne vous dis pas plus que cela, mais j'aimerais juste vous rappeler un truc. Seulement parce qu'on a un géométrie dans l'espace, ça ne veut pas dire que tous les théorèmes et les résultats théoriques qui existent dans le plan ne sont plus vrais. Hein. En particulier, ce que je vous conseille pour cet exercice-là, ça va être de vous concentrer sur le plan ABC et imaginez pour un instant qu'il n'y ait plus que ça. Et appliquer tous les théorèmes qui sont vrais dans une telle situation, si jamais vous aviez ça seulement dans le plan ABC. Voilà. Je laisse ça comme ça pour vous y faire réfléchir pour la prochaine fois. Bref, revenons maintenant au 25. On a toujours notre cube fort agréable. C'était le cube ABCDEFG. Alors, je vais juste le reprendre parce que comme ça, je peux aller un peu plus vite. Bien sûr, à condition que je le trouve. Ah, il est là. C'était celui-là. Bon. Donc, ça m'arrange parce que comme ça, je vais pouvoir glisser facilement d'une image au texte de l'exercice. Première question. La droite DC est, et vous avez séquente incluse ou strictement parallèle à ABC. Alors déjà, DC, et c'est le plan ABC. Donc, DC, c'est la droite qui se trouve du coup ici. Elle est infinie, bien sûr. Et c'est par rapport au plan ABC, si je ne me trompe pas. OK. Donc, ce plan-là, bah, du coup, ça va être le plan que j'essaie de vous dessiner maintenant. C'est le plan du sol, clairement. D'accord? Or, le plan ABC, c'est la même chose que le plan ADC. D'accord? Vous le voyez, je pense. Donc, clairement, cette droite-là, elle fait partie du plan. Et pour cette raison-là, je pense que, comme moi, vous êtes convaincu que la bonne réponse, ça devrait être le fait que c'est incluse. Hein? Voilà, pour que ce soit clair. La droite AB maintenant, et c'est par rapport au plan ADF. Oui, mais pas strictement. Elle est sûrement parallèle à ce plan, mais elle est dedans. Elle est confondue avec. Qu'elle se trouve suspendue au-dessous. Par exemple, ce stylet, il est parallèle au plan de la table, mais strictement parallèle du coup. Par contre, tu peux dire qu'elle est parallèle, mais pas strictement. Strictement, du coup, ça veut dire qu'elle est distinguée de l'autre plan. J'ai déjà oublié, excusez-moi. C'était AB et le plan ADF. Alors, le plan ADF, déjà, c'est qui? Alors, pour nous aider dans cette question, dessinons le plan ADF. ADF. Alors, je sais que F, c'est ce point-là. Donc, il s'agit en fait du plan qui passe aussi par G, vous voyez. C'est ce plan-là. J'essaie de vous en donner une description. Vous le voyez comme ça ou pas? OK. Et maintenant, il s'agissait de la droite AB. Alors, AB, c'est la droite qui se trouve juste ici. Qui fait sa vie toute tranquille. OK? Donc, ce plan-là, évidemment, il n'est pas limité à la face que j'ai dessinée. Hein. Lui, il continue, il fait sa vie lui aussi dans l'infinité de l'espace. OK? Vous devez imaginer que lui, il est prolongé par là. Il est partout. Hein. Il est très grand. C'est tout le plan, là. J'espère que vous le voyez avec mon dessin. D'accord? Alors, clairement, même avant que je lise la question, la droite et le plan, ils se croisent où, en fait? C'est quoi leur point de croisement? A et A. Juste A, en fait, ici. Vous voyez? Là, vous voyez que, de quelque façon, la droite, elle transperce le plan, qui est comme ça. Et du coup, maintenant que j'ai compris comment elles sont positionnées, la réponse va être, du coup, la droite AB est, et ben, du coup, je vais dire séquente. D'accord?
Elle n'est sûrement pas parallèle parce qu'ils se croisent. Incluse, non, parce qu'ils ont juste un point d'intersection. Mais du coup, ça veut dire qu'elle va être séquente. Troisième question. Là, c'est HC et ABF. C'est compliqué, hein? Alors, HC. HC, c'est cette droite-là. Voilà. Et le plan, on a dit, c'est ABF. ABF, c'est donc le plan en fait qui correspond à la face devant du cube. C'est donc ce plan-là. D'accord? Alors, je pense qu'il est clair, hein? La droite HC, elle se trouve sur une face qui est parallèle à la première, parce qu'elle se trouve la droite HC clairement sur le plan HGCD. Donc, vous devez imaginer que ça, ce sont les deux faces du cube. Je vous les retourne pour vous. Ça, c'est la première face, la face rouge. Et derrière, j'ai cette droite qui passe comme ça. Vous voyez, comme ça. OK. Donc, les questions étaient... Alors, clairement, est-ce que vous voyez des intersections entre ces deux-là? On n'en voit pas. Et clairement, ça veut dire qu'elle n'est pas incluse, qu'elle n'est pas séquente. Et donc, sûrement, elle va être... Exactement. Donc, elle est effectivement strictement parallèle. OK. Encore une minute. Vrai ou faux? Donc là, vous avez EG appartient à la direction du plan BEG. Alors ici, la réponse, j'ai même pas besoin de regarder le dessin. Pourquoi? Parce que si c'est un plan qui est défini par BEG, les 3 points BEG, et que je veux savoir si le vecteur EG, il appartient à sa direction, bah la réponse est oui. Juste comme ça. Parce que je sais que si j'ai 3 points perdus dans l'espace, 1, 2 et 3, d'accord? Imaginez-le vraiment. 1, 2 et 3. Il s'appelle BEG. Je ne sais même pas comment il s'appelle, ou lequel est lequel, mais ce n'est pas grave. Imaginons que c'est B, E et G. Bah, excusez-moi, EG, donc ce vecteur-là, bah, il va forcément pouvoir, il va être une des deux directions du plan. Vous vous rappelez que les directions du plan, c'est les deux vecteurs qui peuvent me permettre d'aller partout dans ce plan. Donc là, c'est vrai. EG appartient à la direction du plan BEG. Autre question. Les vecteurs EF et HG engendrent la direction du plan EFG. Alors, du coup, là, il faut un dessin. Alors, EF, HG. EF et HG. Ils sont comment ces deux vecteurs? Parallèles. Donc, ils sont collinaires. Plus précisément, ils ne sont pas parallèles, du coup, ils sont collinaires. Attention. Les deux droites EF et HG, elles sont parallèles. Mais comme les vecteurs sont collinaires, vous vous rappelez, pour avoir la direction d'un plan, moi, j'ai besoin de deux vecteurs qui ne sont pas collinaires. Vous le trouvez dans le poly. Vous vous rappelez, quand on a défini qu'est-ce que c'était un plan, on a eu besoin de deux directions qui n'étaient pas collinaires. Donc, ici, c'est faux. Et enfin, la dernière, les vecteurs AB et BC engendrent la direction du plan ABC. Encore une fois, ici, je n'ai pas vraiment besoin de regarder le cube, parce que je sais que AB et BC, c'était AB et BC, je crois. Oui. AB et BC, bah, du coup, c'est AB. Et l'autre, c'est BC. Et bah là, ça marche. Là, ça marche. Ils engendrent tout le plan ABC. Si vous ne le voyez pas, faites juste une copie de BC, vous la mettez dans le même point d'origine que AB, d'accord? Oublions pour un instant BC. Bah, regardez maintenant, avec ce couple de vecteurs qui se trouve juste là, je peux définir tout le plan, celui-là. Donc le plan ABCD. Parce qu'avec ces deux vecteurs-là, j'ai les deux directions qui vont me permettre d'aller partout dans ce plan.